Percy Jackson et les Olympiens, écrit par Rick Riordan, c'est juste une des sagas littéraires jeunesse les plus appréciées du 21e siècle. Mais vous savez ce qui est aussi appréciable, c'est de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Quand on voit que cette saga littéraire a su vendre plus de 2 millions d'exemplaires, on sait que c'était juste une question de temps avant qu'une adaptation ne se fasse remarquer. Et bien sûr, vous le savez tous, le film floppe monumentalement, on parle de trahison au fandom, et la leçon n'est pas retenue parce qu'on s'est essayé sur une suite et c'était encore pire. Mais avec le rachat de la Fox par Disney, on a une promesse d'une nouvelle adaptation à cet univers. Une promesse qui a pour pitch de vente d'être plus proche de l'histoire originale. D'un côté c'est cool, de l'autre côté c'est aussi le pitch de vente de l'adaptation du deuxième livre, et on sait comment ça a fini. Mais cette nouvelle adaptation sera-t-elle réussie? Y a-t-il de l'espoir? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission d'analyse de la culture. Aujourd'hui nous parlons de Percy Jackson, de ses livres, des films, et nous verrons 10 vœux pour l'adaptation Disney+. Dans cette vidéo, on va parler principalement des livres Percy Jackson, de leur déroulement, de leur procédé narratif, et on verra qu'est-ce qu'on veut retrouver dans la série et qu'est-ce qui est à éviter. Et si vous, derrière vos écrans, vous êtes aussi fan de Percy Jackson que moi, soyez sûr de commenter la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans cette série. Aujourd'hui, c'est donc une vidéo un peu plus détendue, sans réelle recherche, sans réelle théorie. Je vous présente simplement 10 vœux pour la série Percy Jackson. Numéro 1, un Percy plus jeune. Ici, on triche un peu parce que le casting a déjà été dévoilé il y a longtemps et on sait que oui, Percy va bien être plus jeune. Rendre un personnage plus vieux pour son passage à l'écran, ça peut être une bonne idée, comme dans Game of Thrones ou dans les Spider-Man de Sam Raimi. Mais dans le livre, Percy est âgé de 12 ans, il se fera attaquer par un Minotaure et revendiqué par Poséidon, un des 3 grands dieux, comme son enfant. Et c'est un moment important de la saga pour 2 raisons. De 1, les 3 grands dieux ne sont pas supposés avoir d'enfants avec des mortels, et de 2, même quand un enfant naît de l'union d'un dieu et d'un humain, c'est très rare pour eux d'être revendiqués. La plupart des sans-mêlés ne savent pas qui est leur parent olympien. Et Percy sera uniquement revendiqué par Poséidon parce que ce dernier a besoin de son aide pour retrouver l'éclair de Zeus. Alors que le jeune Percy n'est âgé que de 12 ans. Tout ça jusqu'au 5e livre, encore une fois, où Percy est âgé de 16 ans et il doit mener l'armée des sans-mêlés pour défendre le mont Olympe. Les dieux olympiens eux-mêmes étant dispersés aux 4 coins de la planète à défendre leur royaume contre les forces de Cronos. Percy Jackson, c'est une histoire d'enfant qui passe à l'âge adulte trop vite et de responsabilités trop lourdes et injustes. Histoire très impactante pour un protagoniste de 12 ans. Pour un protagoniste qui semble être dans la début vingtaine, ça l'est un peu moins. Numéro 2, un meilleur Percy. Parlons d'un des pires ratages de l'adaptation cinéma, le personnage de Percy Jackson lui-même. Vous savez ce qui rend le personnage de Percy aimable, c'est que de manière générale, c'est une personne relativement sympathique à avoir dans le coin. Il est arrogant, mais dans un sens drôle et non agressif. Il est une personne très aimable et surtout, son premier instinct est tout le temps d'aider le plus de personnes que possible. Dans le film, c'est un sociopathe, comme quand il décapite Méduse, cet enfant qui vient de commettre un meurtre en fait directement une blague. Heads up. Ça où je parle même pas de quand il apprend que le Minotaure a bel et bien tué sa mère, il est un petit peu triste. No. Et 10 minutes plus tard, il est genre « Oh, salut beauté ». Dans le livre, la rencontre entre Percy et le Minotaure laissera l'enfant traumatisé, même que dans le 4e roman qui se passe dans le labyrinthe de Dédale, il a une peur bleue de le revoir. Élément qui vient le réhanter dans le 5e et dernier livre de la saga, où il dirige une armée et où le Minotaure dirige l'armée adverse. C'est là que Percy confronte ses peurs, les laisse derrière et devient le héros qu'il a toujours dû être. Numéro 3, un meilleur world building. Vous savez ce qui fait aucun sens dans le film? Non, littéralement, répondez quelque chose au hasard, je suis curieux de voir c'est quoi qui saute aux yeux en premier. Mais moi, ce à quoi je pense, c'est le fait que des créatures comme le Minotaure ou Méduse soient capables d'arpenter la planète sans que c'est la moindre incidence. Dans les livres, tu apprends que le monde est recouvert de ce qu'on appelle la brume, c'est-à-dire une énergie mystique qui masque les créatures et dieux mythologiques. Et quand un mortel y est confronté, il voit quelque chose d'un peu plus vraisemblable. Un exemple à donner, c'est dans Héros de l'Olympe, la saga qui fait suite à Percy Jackson, où les héros se retrouvent au château Frontenac à Québec, sur le dos d'un dragon, mais que ce dragon est vu comme un hélicoptère. Je vais donner le crédit où il est dû, on montre un petit peu de cette brume dans le 2e film, mais c'est un peu trop tard. Et même à ça, répondez à cette question. Si vous avez vu uniquement les films, comment est-ce que c'est possible que la Gorgone et le Minotaure, des monstres ayant vécu il y a 4000 ans en pleine Grèce antique, soient présents sur Terre à l'époque contemporaine? Surtout quand on sait que dans leurs mythes respectifs, ils finissent par mourir. Eh bien, dans les livres, c'est parce que tu apprends que quand un monstre meurt, il se désintègre et va se régénérer dans le Tartare. Et dépendamment du monstre, ça peut prendre 2 jours comme ça peut prendre 1000 ans. Ça installe une espèce de peur chez les demi-dieux qu'un monstre qu'ils ont tué il y a des années puisse revenir les hanter. Oh, et sinon, niveau world building, il y a ça dans le 2e film. Hecatonchire.
Hey. Est-ce que je viens de voir un Hécatonkir travailler chez Starbucks? Vous savez, c'est qui les Hécatonkirs? Les Hécatonkirs, c'est les gardiens du Tartare. Leur travail, c'est de s'assurer que les titans ne sortent pas de leur prison, incluant Chronos, antagoniste final de la saga! Tout ça, ça s'appelle du world building, c'est-à-dire une certaine quantité de règles et de faits qui font que ce monde fonctionne de telle ou telle façon. Et avec un concept aussi invraisemblable que les dieux grecs à l'époque contemporaine, on doit s'attendre à un certain niveau là-dessus. Mais puisqu'on parlait des titans, Chronos et la prophétie. C'est quand même fou que le premier film ait mentionné Chronos un total de une fois. C'est l'antagoniste final de la saga Percy Jackson. Et surtout, dans les livres, il ouvre une porte à une narration qui est très intéressante quand on prend du recul. Chronos est un titan qui a trahi son père pour prendre le pouvoir, et après avoir été informé que ses enfants allaient lui faire subir le même sort, il les a dévorés, mais sa mère à lui a su protéger Zeus. Zeus, une fois à l'âge adulte, libérera ses frères et sœurs, et ils découperont le titan, le jetant dans le Tartare, perpétuant ainsi le cycle de violence des enfants tuant leurs parents. Je dis ça parce que dans le livre, on apprend une prophétie qui dit qu'un enfant né d'un des trois grands dieux, Zeus, Poséidon et Hadès, prendra une décision qui sauvera ou détruira l'Olympe. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, ces trois dieux ont décidé de ne plus jamais avoir d'enfants mortels. Pacte brisé 2 fois par Hadès, suivi de Zeus et finalement Poséidon, parce qu'on le sait tous, les dieux grecs, l'abstinence, c'est pas exactement leur point fort. Même si c'est un petit peu un raccourci de dire ça, parce que techniquement, non, Hadès n'a pas vraiment brisé le pacte. Mais quand la prophétie a été émise, il a pris ses 2 enfants et les a cachés pour éviter que Zeus ne leur fasse du mal pour protéger l'Olympe. Et c'est là que la dualité rentre. On peut voir une certaine forme de succession. Est-ce que les sans mêlés vont suivre le cycle de violence et se retourner contre leurs parents, ou est-ce qu'ils vont le briser et sauver l'Olympe? Point important, démoli dans l'adaptation, éliminant tout enjeu moral. Parlant de ça, des enjeux philosophiques. Ce que j'aime beaucoup dans l'histoire originale de Percy Jackson, ce sont les enjeux éthiques et philosophiques. Presque aucun personnage n'est méchant sans avoir un motif derrière. Les ennemis de Percy sont soit des monstres mythologiques obéissant à une puissance plus haute, soit la puissance plus haute elle-même ayant un réel but derrière ses actions. Vous savez c'est qui le boss final du premier livre? C'est Arès, dieu de la guerre. Et voir un dieu trahir l'Olympe, eh bien ça pose certaines questions philosophiques et politiques, à savoir comment est-ce que les dieux olympiens font pour faire fonctionner le monde et quels sont leurs sentiments par rapport à ce fonctionnement. Un exemple de ça, c'est Poséidon, le père olympien de Percy, qui dans le premier livre n'en a mais rien à battre de son fils. Et son développement tourne autour du fait qu'il se rend compte qu'au-delà d'avoir des responsabilités en tant que dieu, il serait peut-être intéressant d'avoir des responsabilités en tant que parent. Entre-temps, Poséidon passera d'un père absent à un allié non négligeable. On verra même que Percy peut animer une petite flamme d'humanité dans son cœur, ce qui est un point central de la saga. 6. Un Luc Castellane plus brillant. Dans les deux versions, il envoie le trio vers l'enfer. Soit. Mais, vous savez c'est quoi la différence? C'est que dans le livre, il ne leur donne aucune indication sur comment sortir. Et je vous vois venir, dans le film, il leur a donné seulement 3 perles alors qu'ils sont 4 à essayer de s'échapper des enfers, soit. Mais, dans le livre, les perles ne sont pas données par Luc. Il n'en a pas connaissance. Ces perles, ce ne sont rien de plus qu'un cadeau de Poséidon à Percy. Le plan de Luc dans le roman, c'est de donner les chaussures volantes à Percy, chaussures volantes qui sont programmées pour l'attirer vers le Tartare à la seconde où il posera le pied dans les enfers. Percy étant le fils de Poséidon, il ne peut pas utiliser les chaussures parce que ça le mettrait dans le domaine de Zeus et Zeus le tuerait instantanément. C'est un plan très brillant que les protagonistes échappent par pure chance, établissant Luc comme un personnage brillant. Dans le film... You weren't supposed to make it out alive. Alors pourquoi tu leur as donné les moyens de s'échapper? Abruti! Plus sérieusement, sans trop chipoter, la relation Percy-Luke, c'est la même que Lex Luthor et Superman. Percy, c'est le fils de Poséidon, il est surpuissant, il a des aptitudes de combat et des super-pouvoirs impressionnants. Luke, il est né sans réel pouvoir, ce qui l'a rendu dangereux, c'est sa ruse, sa compétence et surtout son intelligence. C'est la base du personnage. Alors oui, désolé, mais un Luke qui est un abruti fini, ben ça marche pas. Numéro 7, des meilleurs personnages secondaires. Nous y voici le syndrome Harry Potter, à savoir avoir des personnages secondaires aussi, voire plus impressionnants que le personnage principal. On peut aussi penser à Naruto qui possède un roster de personnages secondaires tellement intéressant qu'à chaque fois qu'on en découvre un, on veut en apprendre plus. Voici les personnages secondaires mal exploités dans les films, voire totalement absents. Talia Grace, la fille de Zeus, bonne guerrière avec une histoire tragique, présentée à la fin du 2e film, mais oups, on n'a pas eu de suite. Charles Beckendorf, tacticien, mécanicien et artisan de génie, fils de Héphaïstos, dieu du feu.
Silena Beauregard, sa copine, amie des personnages principaux, ce qui rend son twist de fin sans spoil encore plus tragique. Clarisse Larue, fille de Arès, grande rivale impitoyable de Percy, présentée dans le deuxième film, mais s'il vous plaît, arrêtez de me faire shipper ces deux personnages. Les frères Alatyr, fils de Hermès, leader du bungalow après le départ de Luke, et deux personnages au potentiel comique quasi infini. Rachel, mortelle capable de voir à travers la brume et de comprendre le monde mythologique. Blackjack, le Pégase noir sarcastique. Nico, le fils de Hadès caché dans le casino du Lotus pendant 70 ans. Tout ce beau monde, absent de l'adaptation. Que c'est dommage. Numéro 8 de meilleur combat. Ok, je vais être juste, la force du premier film, c'est sa cinématographie. Sans dire qu'elle est excellente, tout n'est pas à jeter. Regardez-moi ces plans de caméra que j'ai pas encore choisis avant de monter, mais que je sais que j'aurais pas de mal à trouver parce que c'est là que l'effort a été mis. Mais quand on regarde les combats en eux-mêmes, sans dire qu'ils sont horribles, il y a rien de très extraordinaire. Dans les livres, même si les sans-mêlés s'entraînent tous ensemble au même style de combat, ils ont ce qu'on appelle des signature moves. Oui, comme un héros de shonen. Par exemple, quand on parle de Annabeth, on remarque surtout ses coups bien placés de façon stratégique et sa manière de combat évasive. Ça vient du fait que son arme fétiche, c'est un poignard en bronze. À l'opposé de Percy, qui mise tout sur la technique, sur l'assaut et sur le fait de fusionner son style de combat à l'épée avec ses pouvoirs sur l'eau. Du côté de Grover, il préférera rester en retrait et utiliser sa magie des plantes pour attaquer ses adversaires. On parle d'une situation où des mots sur une page sont plus impressionnants que le rendu à l'écran. C'est grave. 9. Des aventures secondaires. Voici comment au moins les 3 premiers livres sont racontés. Percy se voit confier une quête, et pendant cette quête, il est dérangé par une force externe et se voit retrouvé dans une aventure secondaire. Généralement, affronter un monstre ou quelque chose comme ça. Ça vient du fait qu'on apprend dans les livres que les sans-mêlés ont une odeur particulière qui attire les monstres, l'odeur de leur sang, et que cette odeur devient beaucoup plus importante 1. À l'âge de 13 ans, et 2. Quand ils sont mis au courant de leurs conditions de demi-dieu. Sans dire simplement que ça donne des rebondissements à l'intrigue, ça explique comment on peut retrouver le lion de Némée au milieu d'un musée, par exemple. Versus le film où leur excuse pour trouver des monstres sur leur chemin, c'est littéralement « Niveau 1, allez démonter Méduse. Niveau 2, profanation de monument national. Niveau 3, mineur dans un casino. Niveau 4, profanation de monument national. Encore !» En soi, c'est pas si mauvais, c'est une façon différente de raconter l'histoire. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, dites-le en commentaire. Et 10, finalement, prendre des risques. Et voilà, le plus important dans cette adaptation, ça va être de prendre des risques et des libertés, de ne pas copier-coller les livres à l'écran. Tout ce que j'ai mentionné jusqu'à présent, c'est sur le fond de l'œuvre, sur ce qui fait que cette histoire marche comme elle le fait. Des éléments qui, quand enlevés de l'adaptation, démolissent le récit original et le rendent inreconnaissable. Mais le fait étant que si les scénaristes veulent ajouter leur sauce, enlever des petits éléments qui sont logiques ou en ajouter d'autres, je suis 100% d'accord. Tu es d'accord? Mais ils vont détruire l'œuvre originale! Ah, t'as été quand même silencieux aujourd'hui, je suis surpris. Tu viens de passer 15 minutes à dire que l'œuvre originale est supérieure, bien sûr que j'ai été silencieux! Eh bien, parlons de l'adaptation, voyons ça. C'est un cas de bon concept, mais mauvaise exécution. Je crois ne choquer personne en disant qu'à la seconde où est-ce qu'on lit un livre Percy Jackson, on se rend compte du potentiel d'adaptation que ça a à l'écran. Et pour les ARG Co-romans, allez lire l'adaptation comics qui est très bien, vous verrez exactement de quoi je parle. Il existe une différence entre une liberté prise à l'histoire et une trahison. Par exemple, dans le film, il se retrouve au Parthénon de Nashville, scène qui n'est pas dans le roman. À ce moment, dans le livre, ils sont censés être à un autre monument, à savoir l'Arche de Saint-Louis. C'est un changement, mais un changement qui a du sens. Le but des 2 passages est de développer le personnage de Annabeth. Dans les livres, par exemple, on apprendra dans cette scène qu'elle est passionnée d'architecture. Très importante de son personnage qui est totalement ignoré dans les films. Par contre, ce passage a quand même un lien avec le personnage parce qu'on est au Parthénon de Nashville. Donc d'un, c'est un hommage à la culture grecque, et de 2, il y a littéralement une statue de sa mère au milieu. C'est changer la forme du message, mais garder le fond du message. Plus, regardez-moi ces éclairages. Encore une fois, le film a de brillants moments de cinématographie. Je crois que c'est ça en fait le pire dans l'histoire. Pourquoi est-ce que cette adaptation m'enrage autant? C'est de la regarder et de me dire que quelque part, oui, quelqu'un a vraiment essayé de faire quelque chose de bien avec ça. Au final, quand on regarde une adaptation d'un autre médium qu'on a adoré, c'est pas ça qu'on cherche le plus? Quelque chose de bien? Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quelles sont vos attentes pour la série Percy Jackson, et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche pour avoir une notification la prochaine fois qu'une vidéo sort. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo, vous pouvez cliquer juste là pour m'entendre râler sur une autre adaptation cinématographique de roman. Sur ce, mes amis demi-dieux, partagez cette vidéo, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.